nous intéresse davantage, je pense, donc je vais avancer très vite. Voilà. Si, quand même, pour Mathieu qui est ici, dans la première partie, je faisais allusion au très beau travail de Mike Davis, que tu connais. Bref, j'avance là-dessus. Je vais arriver à la deuxième partie. La première partie, en quelques mots, ce que j'essaie de rappeler, c'est un certain nombre de choses que vous savez pour l'essentiel, à savoir que toutes nos mesures de prospérité économique dépendent. À savoir donc que toutes nos mesures de prospérité économique dépendent très étroitement de la dissipation d'énergie, qu'il y a des bonnes raisons thermodynamiques de penser que ça ne risque pas de changer dans les années qui viennent, et que donc la vraie question c'est passer d'un mix énergétique donné, très basé sur le carbone, à 80-85%, vers un mix le plus décarboné possible. Et la grande question qu'on se pose, en tout cas la question qui m'a été posée par les organisateurs, c'est mais au fond, pourquoi ça bloque et quels sont les blocages géopolitiques? Alors il y a un type de blocage que j'observe très régulièrement qui est d'ordre, on pourrait dire, institutionnel, que je vais rappeler très vite, ce n'est pas celui sur lequel je vais m'étendre, qui est le suivant. Quand pour ma part je discute depuis mon poste à l'AFD, par exemple, avec des collègues de Bercy, et puis les grandes institutions communautaires européennes, on me répond oui, mais les raisons pour lesquelles il n'y a pas les investissements que recommandait Mireille, c'est que en fait nous, l'État, on est très dépourvu, on a de moins en moins de pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir sont les entreprises. Et c'est vrai, je rappelais ça très rapidement dans la première partie, si vous regardez par exemple l'évolution de la valeur du capital public rapporté au PIB par rapport à la valeur du capital privé rapporté au PIB, dans la totalité des pays, Chine incluse, le capital public s'effondre, le capital privé explose. Donc c'est vrai que depuis 40 ans de néolibéralisme, pour aller très vite, on est en train de dépouiller l'État petit à petit de tous les moyens qu'il a de mettre en œuvre la transition. Et pour donner un exemple français, les débats qu'on a aujourd'hui sur la SNCF et la perspective de la privatisation de la SNCF sont une mauvaise nouvelle si on pense que le train est un élément essentiel de la mobilité verte, comme je le crois pour ma part. Voilà. Parce que si la SNCF est privatisée, elle va s'occuper d'abord de rentabiliser les lignes dont elle dispose, avant de s'occuper de faire du ferroutage et de transférer, par exemple, les produits alimentaires aux personnes qui en ont besoin. Voilà. Alors, donc je rappelais tout ça. Je rappelais aussi que la question des inégalités est centrale au sens où elle rend très compliqué également les déblocages politiques. Là-dessus, il y a un discours que vous entendez peut-être qui est très répandu dans la communauté internationale, donc qui est répété à l'envi par la Banque mondiale, le FMI, etc. C'est les inégalités ont augmenté à l'intérieur des pays, mais elles ont baissé entre pays. Ça n'est qu'à moitié vrai. C'est vrai si on prend des indices de Gini, vous connaissez, hein, c'est une mesure des inégalités. On prend des indices de Gini relatifs. L'indice de Gini relatif, prenez deux économies, une dans laquelle il y a deux personnes dans les deux. La première économie, il y a une personne qui gagne 1, l'autre 100. La deuxième économie, la première gagne 2 et le second 200. Trouvez-vous laquelle est la plus inégalitaire? Comment? La seconde. Bon, si vous gagnez 2 et l'autre 200, vous vous sentez plus mal que si vous gagnez 1 et l'autre 100. Parce qu'il gagne 198 de plus que vous. En termes de Gini relatif, c'est la même chose. En termes de Gini absolu, la seconde est plus inégalitaire. Ça va? Si on regarde les indices de Gini absolu, il y a des inégalités qui ont augmenté dans quasi tous les pays, entre pays et à l'intérieur des pays. Ça va? Donc le discours assez rassurant de la Banque mondiale ne marche que si on prend un certain type d'indicateur. Et qui plus est, cet indicateur, il faut être conscient du fait qu'il ne donne des bons résultats que grâce à la Chine. C'est la Chine qui, sur les 25 dernières années, a fait sortir presque 800 millions de personnes de la pauvreté. Donc ça ne doit rien aux recettes de la Banque mondiale et du FMI. Strictement. Mais qui plus est, si on regarde dans le Gini absolu, même la Chine voit ses inégalités augmenter. Ça va? Alors, donc je disais ça. Alors, ça c'était le contexte pour dire que ces évolutions-là ne sont pas favorables à des bouleversements politiques du type de ceux qui étaient appelés par Mireille. Ce que j'entends dire donc comme premier type de blocage, et je vais passer très vite là-dessus, même s'il est probablement il joue un rôle, c'est discuter avec les camarades de Bercy ou les institutions publiques et on vous dit nous l'État on peut rien faire. Donc c'est le privé qui a en main les clés de la résolution du problème écologique. Vous discutez maintenant avec les patrons des grandes entreprises. Alors les
entreprises industrielles qui ont un lien avec l'économie réelle, pas les banquiers, mais ceux qui ont encore un lien, même ténu, avec l'économie réelle, et ils vous disent, et moi en fait j'ai très bien compris qu'on va dans le mur, simplement j'ai beaucoup de mal à réorienter le business de mon entreprise parce que je suis tenu par mes actionnaires. Et si je ne fais pas ce que me demandent mes actionnaires, eh bien, la valeur du cours de bourse de mon titre s'effondre, moi je serai viré et l'entreprise aura de grosses difficultés. Alors ce qu'il ne dit pas souvent, et ce qui est vrai néanmoins, c'est que dans la plupart des conseils d'administration des grands groupes, par exemple du CAC 40, vous avez des représentants des banques, parce que la plupart de ces grands groupes ont beaucoup de dettes privées. La dette privée est nettement supérieure à la dette publique. En France, la dette privée, c'est 130% du PIB, la dette publique, c'est 100%. Vous avez à peu près les mêmes chiffres pour la zone euro. La France est à peu près dans la moyenne de la zone euro. Donc le privé est beaucoup plus endetté que le public. Et dans le privé, il y a évidemment les ménages et les entreprises, mais la part du lion, ce sont les entreprises. Le fait que les entreprises aient beaucoup de dettes privées fait qu'elles sont pieds et poings liés devant leurs créditeurs, leurs créanciers, qui sont les banques. Et donc, dans la plupart des conseils d'administration des grands groupes industriels, vous avez un représentant des grands groupes bancaires, BNP, Société Générale, etc., qui vient rappeler les désidérata de la banque, parce que c'est elle qui est la créancière du groupe. Au cas où le groupe, par exemple, s'intéresserait à la transition écologique, on lui rappelle qu'il doit d'abord rembourser ses dettes. Mais le discours que tiennent les capitaines d'industrie, c'est plutôt moi j'ai fait ce que me demandent les actionnaires, et donc je n'ai pas de marge de manœuvre. Alors quand vous allez voir les grands investisseurs institutionnels, par exemple les fonds de pension, les compagnies d'assurance, qui forment le gros des bataillons des actionnaires, ils vous répondent, mais nous aussi on a des actionnaires, et d'une et de deux, en fait l'actionnariat dans la plupart des grands groupes est tellement morcelé qu'à titre individuel nous ne comptons pas. Alors, évidemment c'est encore plus vrai si vous allez voir le petit actionnaire du bas, qui est un poids absolument nul. Il y a une partie de vrai dans cette réponse, mais vous voyez que du coup, dans ce jeu de transfert de la responsabilité, personne n'est responsable du blocage. Et donc, vous pouvez faire le tour plusieurs fois, et en fait, in fine, chacun renvoie à l'autre, comme dans le jeu de la patate chaude, la responsabilité du fait que ça n'avance pas. Je pense que cet aspect-là joue un rôle, même s'il y a évidemment de la mauvaise foi de la part de tous les acteurs que j'ai mentionnés dans la réponse qu'ils fournissent. C'est-à-dire qu'ils exagèrent complètement l'intensité de la contrainte, ils minimisent beaucoup trop les marges de manœuvre qui restent quand même à leur disposition, à mon sens. Alors, moi, le point que je voudrais avancer ici, c'est des choses que les économistes ne regardent pas beaucoup et qui concernent, disons, ce lieu un peu mal défini de, on pourrait dire, l'économie politique d'un côté, l'étude des pouvoirs, la socio et l'histoire. Pourquoi? Parce qu'au fond, un changement de régime énergétique, ça ne peut pas se faire sans, Mireille y a fait allusion, sans une transformation radicale des enjeux de pouvoir dans une société. Il y a un livre absolument fondamental, à mon avis, que connaît bien Mathieu, qui est ici, voilà, qui est un livre de Timothy Mitchell, La démocratie du carbone, dont je résume la thèse en 30 secondes. Pour ceux qui connaissent bien le bouquin, me pardonnez-vous d'être aussi caricatural. Mitchell dit au fond, dans le passage d'une économie basée sur le charbon à une économie basée sur le pétrole, il y a eu une transformation profonde dans les rapports de force à l'intérieur des sociétés, disons, avancées, avec des guillemets. L'économie du charbon, et les ouvriers ont mis du temps à le mettre en œuvre, mais ils sont parvenus au bout d'un certain nombre de luttes sociales. Une économie basée sur le charbon, c'est une économie dans laquelle les ouvriers qui descendent dans la mine ont un vrai pouvoir de négociation parce qu'ils peuvent paralyser la livraison du charbon. Et comme le charbon est très difficile à transporter, si une ville dépend de la livraison du charbon pour l'usage dont elle en a besoin, si vous bloquez cette livraison, vous avez un vrai pouvoir de nuisance sur la ville. Donc vous avez un vrai pouvoir de négociation. Ce schéma très très simple, évidemment, caricatural, n'est plus vrai du tout dans une économie construite sur le pétrole. Parce que si vous bloquez une plateforme qui approvisionne en pétrole, comme le pétrole est très facile à transporter, eh bien une ville qui a besoin de pétrole ira se chercher du pétrole ailleurs. Donc vous n'avez plus du tout le même pouvoir de monopole de livraison de l'énergie que dans un monde construit sur le charbon. Et donc le pouvoir de négociation éventuellement violent des salariés, en gros, pour des choses brutales, est beaucoup plus faible dans une économie construite sur le pétrole. Alors, il y a un paradoxe, c'est que, évidemment, les systèmes sociaux s'adaptent moins vite, enfin, disons, évoluent moins vite que la technologie comme telle. Il y a des forces d'inertie sociale. Donc, au fond, on pourrait dire, les 30 Glorieuses, enfin,
ont été une période assez inouïe, de grande réduction des inégalités, de partage de la valeur, disons, pour dire les choses très rapidement, entre le capital et le travail, plutôt favorable au travail, en tout cas davantage qu'avant et qu'après. Pourquoi? Parce qu'au fond, on a vécu pendant les Trente Glorieuses, au moins en Occident, en Europe de l'Ouest, aux États-Unis et assez vite au Japon, avec tous les bienfaits d'une économie du pétrole, mais avec la structure de pouvoir d'une économie du charbon, laquelle a mis 30 ans, en gros, à se désagréger, avant que ceux qui avaient un nouveau pouvoir de négociation grâce au pétrole arrivent à mettre en œuvre le bras de fer social, politique, qui est en gros ce que beaucoup appellent le néolibéralisme à partir des années 80, avec la révolution Thatcher-Reagan, qui a permis de faire à la fois exploser les inégalités, exploser la dette dans tous les pays simultanément, dette privée et publique simultanément. Ça va? Donc ça, bon, pour aller très très vite, c'est la thèse de Mitchell. La mise en place des marchés dérivés. Et la mise en place, évidemment, des marchés dérivés. Juste, pardon, j'ouvre une parenthèse parce que j'ai beaucoup aimé l'exposé de Nicolas à propos de Gérard de Breu, que j'ai un peu connu à la fin de sa vie. Gérard de Breu a fait le commentaire qu'a rappelé Nicolas, qui est terrible. Hein, je pense que Nicolas a tout à fait raison. La vision d'un certain nombre d'économistes néoclassiques de la théorie d'équilibre général détruit la science comme telle, l'activité scientifique comme telle, les marchés pouvant. Lorsque Gérard de Breu s'est rendu compte, au début des années 70, que sa théorie ne permettait pas de dire quoi que ce soit à cause du théorème des Einstein-Mantel de Breu, pour ceux qui connaissent, et que si on levait l'hypothèse de complétude des marchés, la conclusion qu'il voulait en tirer s'effondrait complètement, Gérard est devenu mutique. Donc il venait dans les séminaires, avec une nature de sphinx, et il ne disait plus rien. Il ne commentait plus. Tout le monde se disait, ah là là, le grand homme pense. En fait, c'est qu'il était lui-même complètement bloqué. Bref, je referme cette parenthèse. Alors, la question que pose Mitchell, à mon avis, que ça nous pose à nous aujourd'hui, c'est le passage d'une économie construite sur le pétrole, le gaz et le charbon, toujours encore, vers une économie construite sur les renouvelables, et peut-être éventuellement nucléaire, c'est un autre sujet. Est-ce qu'elle va s'accompagner d'une redistribution du pouvoir favorable, comme l'a été le charbon, seul? Favorable à la réduction des inégalités, à plus de démocratie, ou non? C'est ça la question. Et il nous semble qu'une manière de comprendre ce qui bloque aujourd'hui et pourquoi, alors que, comme l'a rappelé Nicolas ou comme l'a rappelé Mireille, la communauté scientifique alerte depuis longtemps maintenant sur la gravité du dérèglement climatique, plus largement écologique, et maintenant par exemple sur l'érosion de la biodiversité, pourquoi il y a si peu de décisions fortes qui sont prises, tant du côté du secteur public que du secteur privé. Alors, il y a tout un aspect du débat qui porte, comme vous le savez, autour de la guerre des prix, la guerre des coûts entre les renouvelables et les fossiles. Vous savez que les renouvelables, le coût de production de kilowattheure par les renouvelables s'est effondré au cours des dernières années, que maintenant il est devenu largement compétitif par rapport à toute une série de solutions fossiles dans un très grand nombre de pays, qui plus est par rapport au nucléaire. Mais le point que je voudrais souligner, c'est que ce n'est pas clair du tout que ce soit ça la raison qui bloque. On invoque souvent ce point en disant oui, évidemment, ça prend du temps, c'est lent, mais parce que pour l'instant, c'est encore trop cher. Mais vous allez voir, dans quelques années, on aura fait tellement de progrès, ce sera moins cher et on pourra foncer vers le renouvelable. L'une des raisons qui nous font douter un tout petit peu de ce type de récit, c'est le très beau travail de Malm, que vous connaissez peut-être, Andreas Malm, qui est également un historien, qui est revenu sur la raison pour laquelle en Angleterre on est passé au charbon. Et ce que montre Malm, c'est qu'au moment où l'industrie embryonnaire britannique, au début du 19e, passe au charbon, ça n'est pas une solution compétitive par rapport aux solutions traditionnelles de type hydraulique. C'était moins cher de faire l'hydraulique. Pourquoi est-on passé au charbon? Pas pour des raisons, pas pour des motifs de rationalité économique immédiate. L'un des arguments, c'est que si vous passez au charbon, vous obligez toutes les personnes dont vous avez besoin pour travailler à la mine d'aller à la mine, donc vous les sortez de leur territoire, vous les réduisez à votre merci, et vous en faites une population, une main-d'œuvre facilement assujettie aux normes que vous allez leur imposer. Alors que si cette population essentiellement paysanne à l'origine reste dans son terroir, c'est beaucoup plus difficile de lui imposer de travailler 15 heures par jour, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Oui.
Et là, vous voyez bien que du coup, on est sorti de l'imaginaire néoclassique d'une rationalité purement en termes de coûts vers, disons, des stratégies politiques beaucoup plus complexes, subtiles, tâtonnantes. Donc la thèse de Mann ici, elle me paraît intéressante. Elle est certainement discutable, et moi je ne suis pas historien, ce sera intéressant d'avoir l'avis de Mathieu là-dessus, mais elle pointe un fait qui est que ce n'est pas forcément pour des raisons d'apparente irrationalité, enfin rationalité économique, que des transformations aussi radicales que le passage de l'hydraulique au charbon s'est opéré en Grande-Bretagne. Du coup, ça nous laisse penser que ce n'est pas forcément pour des raisons d'absence de rentabilité immédiate de l'investissement dans le renouvelable que nous tardons tant à le faire. Alors, du coup, pour essayer de comprendre un peu quel est aujourd'hui quelles sont les différentes solutions politiques disponibles, il me semble qu'il y a différents schémas institutionnels qu'on peut avoir en tête. Le premier, c'est le public, le privé, le commun, Nicolas y a fait allusion, et le tribal. Alors ça vient des travaux d'économistes en fait néoclassiques. C'est très facile à comprendre. Donc, supposez que vous acceptiez la fiction selon laquelle un bien social peut être caractérisé par deux caractéristiques. La première, c'est est-ce que sa consommation est rivale. La seconde, c'est est-ce que son accès peut être régulé. Alors, typiquement, si vous allez bronzer au soleil, ça n'empêchera pas Hervé d'aller bronzer au même soleil. Donc la consommation n'est pas rivale. Et c'est très difficile de mettre un gendarme tous les 10 mètres pour obliger Hervé à payer une taxe à chaque fois qu'il bronze au soleil. Donc l'accès ne peut pas être régulé. Ça va ? Donc consommation rivale et accès régulé. Donc accès non régulé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bien public. Ça. Donc on va avoir conso rival et accès régulé. Ça. Donc une consommation rivale, accès régulé, ça c'est la part de pizza. Si je mange 7 parts de pizza, Jacques ne peut pas la manger. Donc la consommation rivale, c'est lui ou moi, à la vie et à la mort. Et l'accès peut être régulé puisqu'il faut payer un prix pour acheter la part de pizza. Ça c'est ce qu'on appelle un bien privé. Les économistes néoclassiques, depuis Samuelson dans les années 50, sous l'influence du droit, en fait, de la sous-division du droit entre droit public et droit privé, pensent le monde en noir et blanc avec des biens publics et des biens privés. Elinor Ostrom et quelques autres, l'école de Bloomington, à côté de Chicago, ont fait valoir qu'il y avait d'autres types de biens, qui ne sont ni des biens publics ni des biens privés, et qu'il y a notamment des biens communs et des biens tribaux, des club goods en anglais. Alors, les biens communs, c'est les biens dont la consommation est rivale, mais dont l'accès ne peut pas être régulé. C'est ici. Alors, typiquement, l'exemple, c'est un étang. Vous avez une tribu dans la forêt guinéenne, du côté de Dzérékoré, là où il y a eu Ebola, qui vit de la pêche de l'étang. Si vous allez braconner la nuit et que vous détruisez les chaînes trophiques de reproduction des poissons, il n'y en aura plus l'année prochaine, et donc la consommation est rivale. Mais vous ne pouvez pas non plus mettre un garde forestier derrière chaque arbre pour vérifier que personne ne va braconner la nuit. Donc c'est un bien commun. Et je donne l'exemple de l'étang parce que vous savez qu'en fait c'est une petite parabole pour ce qui se passe aujourd'hui dans les océans, puisque, c'est Nicolas ou Mireille qui a fait allusion, un certain nombre d'océanologues, par exemple à l'IRD, préviennent que nous n'aurons plus de grands pélagiques dans nos océans à partir de 2040-2050 si nous poursuivons la trajectoire actuelle. Le grand pélagique, c'est les poissons qu'on mange, nous, êtres humains. Donc ça, c'est les biens communs. Alors une autre manière de les comprendre, c'est les biens dont la privatisation détruit la ressource, mais que la sphère publique a du mal à gérer, puisque l'accès ne peut pas être régulé. Ça va ? Et puis, vous avez les biens du club, ou des biens tribaux, qui sont des biens dont la consommation est non rivale, mais dont l'accès peut être régulé. L'exemple paradigmatique, c'est un club d'échecs. Pour entrer au club d'échecs, je dois payer des frais d'inscription, l'accès est régulé. Mais si je rentre dans le club d'échecs et que je joue, j'empêche personne de jouer, au contraire, je suis un partenaire de plus pour ceux qui jouent aux échecs. Et évidemment, l'Internet, tout ce qui tourne autour de la révolution technologique, de la communication, est truffé de biens apparemment club, de biens tribaux. Les économistes néoclassiques, avec leur vision du monde naturaliste, ont tendance à réfléchir en termes de est-ce qu'un bien est intrinsèquement public, privé, commun ou un bien club. Et
Évidemment, il faut immédiatement se départir de cette naïveté dont l'origine est positiviste. Si vous réfléchissez à une autoroute, est-ce qu'une autoroute est intrinsèquement un bien privé ou public? J'en sais rien du tout. Vous voyez bien qu'il y a des phénomènes de congestion dans l'autoroute qui fait qu'il y a quand même un peu de rivalité dans la consommation. Vous pouvez décider de rendre l'accès gratuit, vous pouvez décider de rendre l'accès payant. Vous voyez bien qu'in fine, c'est une décision politique. Même chose pour une piscine, même chose pour mon exemple favori qui est l'éducation. L'éducation était un bien privé en Europe jusqu'au XVIIIe siècle. Les jésuites ont joué un rôle fondamental dans le développement de ce bien privé. Et puis au XVIIIe siècle, l'État a pris en charge la question de l'éducation des jeunes générations, d'où la bataille entre le hussard noir de la République et le curé en France, en Italie, en Espagne, à la fin du 19e, au début du 20e. En fait, c'était une querelle pour savoir si l'éducation dans ces pays-là devait être un bien privé, géré par l'Église, ou un bien public, géré par l'État. C'était ça le sujet. Aujourd'hui, tout le monde pense que c'est plutôt un bien public, mais il ne nous a pas échappé que depuis une trentaine d'années, on est en train de reprivatiser l'éducation. La chute des budgets de la recherche et de l'enseignement supérieur public en témoigne, parmi d'autres indices. Donc, ceci pour dire que la catégorisation d'un bien social en privé, public, commun, club, est un geste politique. Ce n'est pas du tout, disons, un fait accompli, induit par une essence naturelle du bien social comme tel. Cette décision politique, elle dépend d'une communauté qui va, quelquefois, s'auto-instituer elle-même dans le geste même où elle choisit de faire de ce bien, par exemple, un commun. On reprend l'exemple des étangs de Nzélé-Kolé. La communauté des villageois qui gèrent ces étangs s'est constituée comme telle en gestionnaire de l'étang à partir du moment où elle a décidé de faire de ces étangs un commun. On aurait très bien pu décider, c'est la propriété, parce que c'était une propriété d'après le cadastre de l'État de M. Tartampion, et donc dans ce cas-là, c'est M. Tartampion qui gère seul ces étangs. On sait que ça ne marche pas. Ça aurait conduit à la disparition de la culture des façons, la pisciculture dans ces étangs. Ça va ? Donc il y a une décision qui est prise, et c'est ça qui, à mon avis, crée la communauté. Alors, on pourrait, là j'ai pas le temps du tout, refaire une espèce de généalogie de ces quatre grandes catégories. Les plus anciennes, c'est certainement le commun et le tribal. Le commun parce que tous les témoignages de ce qui s'invente avant le droit romain, c'est le droit romain qui crée la propriété privée. Le concept de propriété privée. Avant le droit romain, il y avait déjà des êtres humains, on ne va pas échapper. Ils avaient déjà un rapport aux choses, on n'a pas attendu les juristes romains. Probablement plutôt un rapport de type commun et tribal. Celui qu'on retrouve dans la quasi-totalité des populations non occidentalisées, en Amazonie, en Afrique subsaharienne et Papouasie, Nouvelle-Guinée, etc. La propriété privée est une invention d'il y a 2000 ans, raffinée par notamment les juristes luthériens au XVIe siècle. Et puis la propriété publique, alors, est également inventée par les juristes romains, mais réécrite complètement par les juristes et les théologiens de la réforme grégorienne de 1070. Pas tellement le temps de rentrer là-dedans, mais on va en discuter si vous voulez. Qui institue à l'époque l'Église catholique comme premier État européen moderne. En fait, le premier État européen moderne, c'est l'Église, qu'on en soit content ou pas. Le Royaume de France, le Saint-Empire romain germanique, le Royaume d'Angleterre copieront sur la papauté l'écriture d'un droit canon qui permettra de donner le canon, sens métaphorique cette fois-ci, pour l'écriture des droits civils des États modernes. Et donc, le pape Grégoire VII institue à ce moment-là la catégorie du public, de l'État, qui gère ce que les économistes appelleront ensuite le bien public. Ça va ? Une fois que vous avez ces quatre grandes catégories en tête et qu'elles sont de nouveau historicisées parce qu'elles appartiennent de l'histoire, on peut reposer la question de savoir si aujourd'hui on n'est pas dans une tentative éventuellement avouée de privatisation absolue du monde, alors qu'on vient d'un contexte dans lequel, au moins pendant les 30 Glorieuses, avec le compromis républicain des médias après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une certaine répartition du monde social entre les biens publics, les biens privés, les communs qui n'ont jamais cessé d'exister, et le tribal qui a toujours été présent également et qui revient aujourd'hui. Alors là, Nicolas y a fait allusion, je pense qu'il y a un très bon livre là-dessus qui est intéressant de Pankaj Mishra, qui est un intellectuel indien à Londres, qui a écrit The Age of Anger, c'est pas encore traduit en français, dont la thèse est, qu'a rappelé Nicolas, c'est la globalisation marchande des 40 dernières années a transmis les idéaux des Lumières européennes, mais les a dans le même temps pervertis en installant des situations d'inégalité économique, politique, inégalité de genre, etc., insoutenables pour les populations.
Et donc, c'est comme le pharmacone chez Platon, hein, c'est un poison qui devrait guérir mais qui empoisonne. C'est ça qui générerait, d'après Pancase, aussi bien la fureur des classes moyennes et classes défavorisées blanches américaines qui votent Trump, que celle des Anglais de Manchester qui votent Brexit, que celle des Français qui votent bientôt Mario Maréchal Le Pen, que celle des Allemands qui votent AfD, Alternative für Deutschland, la mauvaise AfD, que ceux qui font de l'extrémisme religieux hindou avec Narendra Modi en Inde, ou même ceux qui s'embauchent chez Boko Haram ou dans l'État islamique. C'est ça la thèse de Pancase. Et on peut la reformuler avec les 4 catégories que je vous ai transmises. Si vous tentez de privatiser entièrement une société, vous détruisez le lien social de la société. Vous provoquez une telle souffrance sociale, notamment par la destruction systématique de tous les liens de solidarité entre les groupes sociaux, qu'il n'y a pas d'autre ressource pour le corps social que d'aller rechercher de la solidarité dans le tribal. Voilà. Et je crois que la résurgence de l'extrême droite, y compris en France, en Allemagne ou en Europe de l'Est, c'est une manière pour les populations qui souffrent de 40 ans de libéralisme de se protéger. Je ne pense pas qu'il y ait un fond archaïque fasciste en France ou en Allemagne ou en Italie. Alors, quelqu'un qui a bien écrit ça, c'est Karl Polanyi, grand économiste hongrois des années 30-40, qui a déjà défendu cette thèse à l'époque, hein, dans un livre magnifique qui s'appelle La Grande Transformation. Polanyi disait en gros ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle en Europe, et à l'époque c'était déjà une première grande vague, disons, on pourrait dire libérale, c'était une première tentative de privatiser l'ensemble de la société, et en particulier 3 grandes catégories de biens sociaux qui sont, pour Polanyi, la terre, le travail et la monnaie. Et quand vous essayez de privatiser ces 3 biens, d'après Polanyi, comme vous détruisez le lien social, eh bien, il y a une demande très très forte de rétablissement de quelque chose qui rend possible le lien social. Et dans les années 30 en Europe, ça s'est manifesté sous la forme d'une demande de fascisme, d'autoritarisme public extrêmement violent. Et ça ne vous a pas échappé qu'on entend quand même de plus en plus, y compris dans les salons parisiens, l'idée qu'après tout, un bon gouvernement bien autoritaire, après tout, c'est pas si mal. On entend bien ça aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs que le gouvernement actuel est en train de mettre en œuvre ceci. Voilà. Donc là, du coup, pour caractériser un peu la situation actuelle, on pourrait dire finalement peut-être que nous sommes à une croisée des chemins où nous sommes en train de quitter un grand compromis social, dans social-démocrate. Il y avait une division plus ou moins acceptée entre le public et le privé, des communs et du tribal qui continuaient de survivre de leur côté. Et qu'aujourd'hui, face à la transition énergétique et écologique, la grande question, c'est comment va se redistribuer, comment vont se redistribuer ces catégorisations politiques entre le public, le privé, le commun et le tribal. Alors ici, je vous ai mis le nombre de coopératives liées à l'énergie en Allemagne qui explose, évidemment lié à la possibilité pour les ménages allemands de produire eux-mêmes leur propre énergie dans le jardin, avec l'éolienne par exemple, les photovoltaïques. Donc ça, c'est une option possible qui se passe en Allemagne, on ne voit pas ça chez nous en France, où vous voyez que ça pointe vers, disons, un imaginaire politique qui est celui d'une société très décentralisée, où chacun produirait de l'énergie dans son coin, avec ce à quoi vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'économie circulaire, et le monde extrêmement sympathique, que j'appelle aussi mes voeux, évidemment, hein, pas du tout de dérision, dans lequel il y aurait une démocratie participative associée à une décentralisation très forte des institutions. Si vous décentralisez les lieux de production d'énergie, vous allez devoir décentraliser les lieux de décision politique avec. Donc ça pointe vers la possibilité d'une société de ce type-là. Alors, je vais y revenir dans un instant. C'est pas clair du tout que ce soit ça le schéma dans lequel nous nous orientons. Et, je vais expliquer pourquoi. Il y a un premier élément qui est, dans géopolitique, il y a un aspect, disons, de répartition des ressources naturelles sur la planète, qui n'est quasiment jamais pris en compte par les économistes classiques, mais qui est quand même fondamental, c'est-à-dire que nous n'avons pas de tout sur nos territoires. Et en particulier, il me semble qu'il y a 3 types de denrées fondamentales dont nous avons absolument besoin pour avoir un type de société relativement sympathique dans les années qui viennent, qui sont évidemment l'énergie, sous une forme ou une autre, les minerais, vous connaissez tous les travaux de Hugo Bardi, les calculs de Philippe Bewix, etc. J'ai moi-même fait un papier avec Olivier Vidal, que vous connaissez peut-être, un jeune physicien, sur la question du cuivre,
Et donc, nous, les calculs qu'on fait, qui sont évidemment discutables, hein, c'est le pic d'extraction mondiale du cuivre, ce serait avant 2060 à peu près, quoi qu'il arrive. Donc il y a un vrai sujet sur le cuivre, par exemple. Et pour l'instant, on n'entend pas beaucoup d'industriels investir massivement dans l'identification de substituts au cuivre. Donc il y a un vrai sujet sur les minerais. Donc là, je vous ai mis une carte qui vient du bouquin un peu grand public de Guillaume Pitron, que vous avez peut-être vu passer, sur la guerre des métaux, qui montre voilà, la répartition tout à fait comment dire, non uniforme des réserves d'un certain nombre de métaux très utiles. Alors j'attire votre attention notamment sur la question du cobalt en RDC. La RDC est la première réserve du cobalt du monde. Et évidemment, la Chine a bien compris, raison pour laquelle la Chine s'intéresse beaucoup à la RDC. C'est un petit par philanthropie. Donc, il y a la question de l'énergie, il y a la question des minerais, et il y a la question de l'eau, me semble-t-il, puisque à la fois pour avoir de l'énergie et pour extraire des minerais, il faut beaucoup d'eau. Quoi qu'il arrive. Or, l'eau, ça manque de plus en plus sur notre planète. Non pas que la quantité d'eau manque, mais évidemment, comme vous savez, le cycle de l'eau est très perturbé par le dérèglement climatique. Alors, je donne un exemple. La Tunisie, il y a 1 an et demi, dans les négociations que j'ai eues avec la Tunisie au titre de l'AFD, le gouvernement tunisien nous a dit nous, la priorité pour nous, c'est la femme tunisienne pauvre, rurale, à l'intérieur des terres. Parce qu'elle est défavorisée. La révolution du printemps arabe ne l'a pas aidée, et aujourd'hui elle souffre. Et si on n'éteint pas l'incendie de les braises de ces inégalités-là, on va avoir le deuxième printemps arabe en Tunisie. Ça, c'était il y a 1 an et demi. Nous y sommes retournés au printemps dernier. Au printemps dernier, ils nous ont dit, vous oubliez tout ça, c'est plus du tout un sujet. C'est un sujet. C'est plus du tout la priorité. La priorité maintenant, c'est l'eau, puisque la totalité de la population tunisienne est en stress hydrique toute l'année. Et on a fait un colloque à Tunis avec des représentants d'agriculteurs tunisiens qui nous racontaient que pour eux, c'est l'apocalypse. Non pas que la pluviométrie est significativement baissée, elle a un peu baissé, mais pas beaucoup. Mais c'est la densité des pluies et la fréquence de la tombée de l'eau, de la pluie, qui a été complètement bouleversée. Donc, vous devinez ce qui se passe. Hein. Vous avez beaucoup de pluie, vous avez très peu de pluie très dense, beaucoup trop dense. Le sol n'arrive pas à absorber l'eau, donc l'eau ravine le sol et les réserves d'eau sont insuffisantes. Donc vous voyez que ça, c'est la perturbation du cycle de l'eau qui rend l'accès à l'eau potable très problématique, même pour un pays comme la Tunisie. Je ne parle pas de tous les pays du Golfe, de la Jordanie. La Jordanie puise son eau dans une réserve aquifère qui ne se renouvelle plus, qui est à moins de 400 mètres, et qui sera asséchée dans 25 ans. Amman, en Jordanie. Donc on sait déjà qu'à Amman, dans 25 ans, il n'y a plus personne à Amman. Sauf si d'ici là, on a trouvé une solution, mais je me demande bien laquelle. Donc vous voyez que là, il y a un nexus. Minerais, énergie, eau, les rois du pétrole, pour reprendre cette métaphore, qui ne sera plus valable, sont ceux qui auront des minerais, de l'eau et de l'énergie. Si vous manque un des trois, c'est complémentaire, c'est pas substituable. Voilà. Et donc, ceci fait que c'est une première série d'obstacles géopolitiques à, disons, la perspective d'une économie sympathique, décentralisée. Parce qu'il y a très certainement des régions dans le monde où on n'a pas le nexus fondamental dont j'ai parlé, et on ne sera pas en mesure de mettre en œuvre cette économie décentralisée avec circulaire et avec la production d'énergie chacun chez soi, parce qu'on manquera d'un certain nombre de denrées complémentaires indispensables qu'il faudra aller acheter ailleurs, et là il faudra se soumettre à une négociation internationale qui échappe en grande partie aux régions. Là-dessus, il y a un deuxième aspect, que je vais très très vite, qui est le bouleversement, disons, on pourrait dire de l'ordre macroéconomique mondial aujourd'hui. Donc pour faire très schématique, en 1945, il n'y avait qu'un seul pays qui a un surplus industriel qui compte, ce sont les États-Unis. En fait, il y en a un deuxième, c'est la Suisse, un très beau pays. Je ne sais pas pourquoi Christophe a une fixation sur la Suisse. C'est un magnifique pays, mais voilà, en 1945, la Suisse ne pèse pas. Donc les États-Unis, leur problématique à l'époque, c'est trouver des consommateurs qui vont consommer leurs produits industriels parce qu'ils sont en surplus. D'où le plan Marshall, à la fois, même pour ceux qui ont fait la guerre, hein, l'Allemagne et le Japon. Au passage, d'ailleurs, l'Angleterre a moins reçu dans le plan Marshall que la France ou l'Allemagne. Et les États-Unis réussissent comme ça à créer une demande qui va absorber leur surplus industriel et leur permettre de se développer. C'est ça qui tourne en gros, c'est ça qui fait le grand circuit macroéconomique des 30 glorieuses. À partir des années 70, ceci est remis en cause par toute une série de facteurs. L'un d'entre eux, c'est évidemment l'abandon des accords de Bretton Woods de manière unilatérale pour les États-Unis, le début de la création, disons, de marché financier, de la dette
publique. Les États vont recommencer à s'endetter sur le marché. Et puis également le peak oil américain en 1970, qui très certainement, il faut interroger Mathieu là-dessus, a bouleversé la vision qu'une partie des élites de la côte est américaine avait du monde, puisque jusqu'en 1970, ils se pensent comme nous sommes dans un monde de surabondance pétrolière, parce que nous en avons beaucoup sur notre territoire, même trop. Donc il faut en fait générer une consommation de masse du pétrole pour éviter que le prix du pétrole ne s'effondre, d'où peut-être une réduction des inégalités qui est parfaitement acceptée, y compris par la gentry calviniste de la côte est américaine. Mais à partir du moment où vous pensez au contraire dans un monde où le pétrole va être rare, et à partir de 1970, les Américains ont compris qu'ils n'auront plus davantage de pétrole chaque année que l'année précédente, il vous faudra aller chercher du pétrole à l'étranger, alors c'est plus du tout le même sujet. Vous n'avez plus du tout besoin de redistribuer les revenus pour une consommation de masse de pétrole. Vous pouvez très bien laisser de nouveau exploser les inégalités, c'est plus un problème. Par contre, vous avez besoin de rediriger, rebattre les cartes géopolitiques pour vous assurer que vous aurez accès au pétrole. Surtout dans un contexte où, et ce n'est pas du tout un hasard, l'OPEP fait exploser le prix du pétrole à la fois en 73 et en 79. Ça va ? Donc, le premier circuit que je décrivais est remis en cause dans les années 70, s'installe en moins de 20 ans un deuxième circuit qui vaudra jusqu'en 2008, où cette fois-ci, je vais l'expliquer, cette fois-ci, c'est la Chine qui produit, en gros. Ce sont les Occidentaux qui consomment les produits, l'excédent industriel chinois, mais l'excédent commercial chinois est recyclé dans la sphère financière occidentale via notamment le rachat de la dette publique américaine. C'est Pékin qui est le premier acheteur, consommateur de dette publique américaine. Et elle fait ça, et donc ça permet à Pékin de recycler ces 2000, 3000 milliards de dollars d'excédent commercial annuel dans à la fois Wall Street et la City à Londres. De sorte que nous, Occidentaux, nous avons vécu, en gros, du début des années 90 jusqu'en 2008, dans une situation incroyable. Nous étions les consommateurs en dernier ressort des produits produits par les Chinois et bénéficiaires de la manne monétaire réinjectée par la Chine en Occident, dans la sphère financière. Ce deuxième mécanisme-là s'est effondré en 2008 parce que la Chine a compris qu'elle allait perdre de l'argent si elle remettait ses excédents commerciaux dans la sphère financière occidentale. Elle s'est mise à diversifier son excédent commercial de manière à ne plus dépendre du dollar, pas que du dollar. Et puis surtout, elle a réorienté sa production industrielle sur son marché domestique et sur le bassin asiatique immédiat, l'Asie du Sud-Est, Pakistan, autour de la Chine. De sorte qu'aujourd'hui, l'excédent commercial chinois est quasi nul. Donc il n'y a plus d'excédent commercial chinois aujourd'hui. Vous pensez qu'en 2007, il était de 3 000 milliards. Une fois et demie celui de la France, le PIB de la France. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la sphère financière occidentale, aujourd'hui, n'est plus alimentée par de l'argent qui vient de l'économie réelle. Il n'y a plus de pays qui, aujourd'hui, a suffisamment d'excédent commercial pour pouvoir réinjecter dans la sphère financière, via, par exemple, de l'achat de dette, de la monnaie, de l'argent qui viendrait de l'économie réelle. Donc, ce qui alimente la bulle financière sur laquelle nous sommes assis aujourd'hui, ce sont uniquement et essentiellement les politiques quantitatives monétaires, l'assouplissement monétaire des banques centrales. Autrement dit, depuis 2008, de 2008 à 2018, aujourd'hui, si vous enlevez les politiques quantitatives monétaires à la fois de la Fed, de la BCE, de l'Angleterre et du Japon, vous faites s'effondrer la bulle financière actuelle sur laquelle nous sommes, qui n'est plus alimentée, je vous le dis, il n'y a plus de grands pays exportateurs, d'où, d'ailleurs, on voit également, si vous avez regardé ces statistiques, la baisse de la part du commerce international dans le PIB mondial. Elle baisse chaque année maintenant. On est à 27%, on était à 31% en 2009, et c'est pas parce qu'il y a de nouveaux grades financiers, parce que pour l'instant il n'y en a pas, il va y en avoir, mais il n'y en a pas pour l'instant. C'est parce que donc le grand circuit macroéconomique qui prévalait en gros de 90 à 2008 s'est interrompu. Donc la grande question, sur laquelle de nouveau, dans la vision d'une économie décentralisée, les populations régionales ont peu de prise, c'est quel nouveau grand circuit macroéconomique va se mettre en place, si un nouveau se met en place. Et vous le savez, il y a plusieurs options. Il y a une option, au moins, grand morcellement financier de la planète, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de circuit mondial. Il y a une deuxième option qui est la Chine investit massivement en Afrique, et l'Afrique joue dans 20 ans le rôle que la Chine a joué pendant 20 ans. Ça, c'est le grand thème de l'industrialisation de l'Afrique, en particulier de l'Afrique de l'Ouest. On pourra en discuter davantage si vous voulez. Alors, je vais terminer par là. Le graphique le plus important, les chiffres les plus importants, à mon avis, ce sont ceux-là.
c'est qu'il y a un phénomène qui n'est pas toujours bien su, que moi-même j'ai découvert tardivement, c'est que la part du CAPEX, donc des investissements en capital, dans la production d'énergie renouvelable, est supérieure à la part de l'investissement en capital dans la production d'énergie fossile. Pour vous donner quelques chiffres, si vous faites soit une centrale nucléaire, soit un projet éolien offshore, du petit hydraulique ou du photovoltaïque, vous voyez que la part du CAPEX, elle est supérieure à 43%. Partout. Et elle monte même jusqu'à 57%. Si vous faites du charbon, quelle que soit la technique, vous êtes entre 12 et 19%. Et globalement, l'ensemble des fossiles, en gros, la part du CAPEX c'est 15%, l'ensemble des renouvelables, c'est beaucoup plus. C'est 10% de quoi? Du coût de production du kilowattheure. Dans le coût de production du kilowattheure, il y a le coût de fonctionnement, il y a le coût de la part du CAPEX. Est-ce qu'il y a le financement là-dedans? Oui, dans le CAPEX. Oui, c'est ça. Alors, pour ceux qui connaissent, ce n'est pas du tout une surprise. Vous voyez bien que, en gros, c'est un thème qui avait été compris, à mon avis, de travers par quelqu'un comme Rifkin, quand il a commencé à imaginer sa société au coût marginal zéro. Une fois que vous avez construit votre éolienne, le coût d'entretien de l'éolienne est très faible par rapport au coût initial de construction de l'éolienne. Donc la part du CAPEX dans le kilowattheure produit par l'éolienne est très importante. Ce n'est pas vrai pour une centrale à charbon. Ce que ça veut dire, c'est que on peut parfaitement, malheureusement, imaginer une économie construite sur le renouvelable, extrêmement centralisée, où la part du capital est fondamentale. Parce que si la part du CAPEX dans la production du kilowattheure est beaucoup plus importante, et au moins 2 fois plus importante que dans un monde d'énergie fossile, ça veut dire que le capital initial a un pouvoir de négociation phénoménal. Pour donner une image et faire davantage entendre, supposez que demain matin on dise aux Parisiens, mais voilà, il va falloir construire une armée d'éoliennes dans la Manche pour pouvoir apporter l'électricité dont vous, Parisiens, vous avez besoin. Simplement, pour construire cette armée d'éoliennes, cette forêt d'éoliennes, il faut de l'argent. Nous avons l'argent. On veut bien mettre l'argent sur la table, mais nous allons dicter nos conditions. Oui, c'est ça le rapport politique. Et donc ça veut dire qu'il y a une autre option. Donc il y a l'option décentralisée, économie circulaire, économie des communs. Voilà. Puis il y a une autre option, c'est une alliance entre le privé et le public, où l'État se met au service du capital privé pour faciliter la centralisation de la production d'énergie et nous emmener dans un monde qui n'est pas du tout celui des communs. Alors, quelques exemples. L'Afrique du Sud, sur laquelle on travaille en particulier à l'AFD, c'est un exemple caricatural, parce que, comme vous le savez, l'économie sud-africaine est très très largement basée sur le charbon d'un côté et la finance de marché de l'autre. Donc elle cumule les 2 parts de notre société aujourd'hui. En fait, c'est ça qui a permis, surtout à la minorité anglaise, un peu africanaire, mais surtout anglaise, de continuer à garder le pouvoir économique, en dépit de la fin de l'apartheid de 1994. Raison pour laquelle on voit que les inégalités continuent d'augmenter aujourd'hui en Afrique du Sud, alors que ça fait plus de 20 ans qu'en principe l'apartheid a été aboli. Mais si vous vous êtes promené, comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, aussi bien à Cape Town qu'à Joburg qu'à Pretoria, vous voyez que la discrimination raciale dans les quartiers est toujours aussi présente. Donc vous avez les quartiers des Blancs, les quartiers des Noirs, les quartiers métis, comme au bon vieux temps, avec 40 guillemets. Si on regarde les statistiques, les inégalités ne font qu'augmenter en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que d'avoir donné la liberté politique à l'ensemble de la population n'a pas résolu le problème de la distribution du pouvoir lié à la détention du capital. Et le capital en Afrique du Sud, c'est des centrales à charbon et du capital financier. Alors du coup, vous vous dites, mais du coup, comment est-ce que les élites sud-africaines vont consentir à la transition énergétique dans la mesure où elles ne doivent leur pouvoir qu'au charbon et à la finance de marché? Et c'est là que vous voyez que vous sentez peut-être que l'une des raisons pour lesquelles il se peut que ça bloque, et par exemple en Afrique du Sud, même s'il y a plein de projets au ras du sol, grassroots comme on dit en français, de production d'énergie renouvelable, il y a aussi des projets du gouvernement qui sont essentiellement destinés à faire plaisir aux bailleurs internationaux. La vérité, c'est que l'Afrique du Sud n'a toujours pas fait sa transition. Et peut-être que vous sentez que pour les élites sud-africaines, elles n'accepteront de faire la transition que le jour où elles seront certaines de pouvoir la faire dans les conditions qui leur permettent de garantir, de conserver le pouvoir. Parce que s'il s'agit ensuite d'être gentil avec les Noirs, avec lesquels on n'arrive toujours pas à discuter, même dans la rue, oui, elles n'arriveront jamais. En tout cas, elles ne consentent pas aujourd'hui. C'est une vraie conversion. Oui.
Et donc c'est ça le sens de mon exposé aujourd'hui, c'est que l'un des blocages géopolitiques, à mon avis, de la transition, c'est que nos élites ne sont pas si stupides que certains pourraient le dire. Ça, c'est un thème qui, à mon avis, est pas juste. C'est pas vrai qu'elles n'ont pas compris la gravité du dérèglement climatique. C'est pas vrai qu'elles n'ont pas compris la gravité de l'érosion de la biodive, mais qu'elles préfèrent que tout le monde coule plutôt que d'arriver à une société dans laquelle elles auraient perdu le pouvoir. Que donc, elles sont en train de négocier de manière qu'on arrive petit à petit à une transition, parce qu'on va la faire, mais une transition qui leur soit favorable, une transition qui soit socialement inégalitaire. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, le thème de la socio-écologie, de transition écologique et sociale, ne leur plaît pas du tout. C'est pas du tout le sujet. Ça va ? Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci. Je ne sais pas si ça va, mais... On va donner un tout petit peu de temps pour une ou deux questions très techniques pour l'exposé de Gaël. Pendant ce temps, on va préparer les tables. Tu vas t'avancer. Préparer les tables pour la table ronde. Question à Gaël Giraud. Jacques, toujours. Oui, tu identifies le développement des renouvelables, enfin les nouveaux, enfin l'éolien ou le photovoltaïque, à de la décentralisation. Non, mais c'est une des options. Ah, oui, mais même, je crois que c'est une option qui n'est pas du tout à l'œuvre en ce moment. Si tu regardes l'Allemagne, Oui. qui a construit 100 gigawatts de photovoltaïque et d'éolien, Oui. la puissance pilotable n'a pas diminué d'un epsilon. Elle est toujours la même. Oui. C'est-à-dire, c'est produit de façon décentralisée, c'est géré de façon centralisée, sinon tu aurais des blackouts tous les 5 minutes. Donc, ça ne marche pas comme ça. Le réseau électrique ne marche pas comme ça. C'est pas une éolienne dans le fond du jardin et un truc sur le toit de la maison avec un peu d'eau, etc. pour assurer le bonheur. Ça ne marche pas comme ça, les réseaux. Non, Et ça ne marchera jamais comme ça. Ça, c'est une option. Non, il faudrait montrer, ou alors il faudrait argumenter pour dire qu'est-ce qui va dans cette direction, etc. Mais du point de vue du fonctionnement des réseaux dans un grand pays, une industrie, machin. C'est le capital qui est centralisé par le fonctionnement. Non, c'est les conditions physiques, l'organisation du système. Si tu as du stockage décentralisé, Il n'en a pas. non, mais si, c'est l'option. Oui. Non, pas pour des grandes quantités. Non, pas pour des grandes. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut argumenter, pas pour des fluctuations telles qu'on les a à la production avec ces moyens-là. Faut pas. Tu vois, on peut souhaiter tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas être contraire à ce qui se passe, quoi. Enfin, tu vois, on peut donner physique. Ok, donc l'Allemagne a fait de l'éolien juste pour emmerder Jacques Trener. Moi, je suis ravi. Non, je sais pas, j'ai peur que ce soit une question, je vais peut-être la garder pour le débat. D'accord. Alors, une dernière question technique à Gaël. Eric. Pourquoi dans les années 70 en Europe les usines à charbon les mines à charbon étaient favorables aux ouvriers, tandis qu'elles sont défavorables aux ouvriers en Afrique du Sud aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. Effectivement, C'est une bonne question. Mais en fait, elles sont défavorables à l'Afrique du Sud aujourd'hui, elles l'ont été pendant des années, parce qu'il y a une violence sociale inouïe, à laquelle c'est résolu au 19e, mais de moins en moins. Vous imaginez ce que c'est que l'apartheid, c'est un régime fasciste. Donc, nous n'avons pas mis en œuvre, même au 19e, avec les solutions du type apartheid en Europe. En revanche, la culture africanaire, anglaise, calviniste d'Afrique du Sud a osé le faire en Afrique du Sud. Ok. Alors, il y a 3 questions techniques. On va les faire très bref pour démarrer le débat.